Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info en ce samedi 14 janvier. Invités, informations pratiques tout près de chez vous, météo, reportages et rencontres avec ce soir le bilan touristique des fêtes de fin d'année en principauté. Guy Antonielli, le directeur du tourisme et des congrès, nous dévoilera dans un instant les bons chiffres de fréquentation en cette période de Noël et jour de l'an. Vous aussi, j'en suis sûr, vous suivez le super parcours de la Roca Team depuis quelques temps. Ses performances, ses exploits, ses remontadas comme l'on dit, de quoi nous donner l'envie d'aller s'essayer, pourquoi pas, au basket sur les parquets monégasques. Une saine émulation en tout cas pour les licenciés de l'AS Monaco Basket. Son tout jeune président, Nicolas Chatailly, sera avec nous pour parler panier, tir à 3 points, amour du maillot, mais pas que. L'esprit de compétition bien présent encore pour les participantes cette fois au premier Ladies Poker Power au Casino de Monte-Carlo, un tournoi pour la bonne cause. Enfin, compétition à distance et grand stress chez les élèves de terminale à 4 jours de donner leur choix pour Parcoursup. Nous sommes allés rencontrer certains d'entre eux. C'est donc l'heure du bilan d'après festivités de fin d'année en matière de fréquentation touristique en principauté. Avec nous ce soir, le directeur du tourisme et des congrès, Guy Antonielli. Bonsoir à vous. Bonsoir. On va faire même un bilan de santé de ce qui vient de se passer avec les grandes fêtes de fin d'année, que ce soit Noël ou Nouvel An bien sûr. Et le bilan de la fréquentation, il était quoi? En hausse, c'est très positif, oui ou non? Monaco n'était pas à la diète pendant ces fêtes de fin d'année. Un bilan extrêmement positif. Des hausses selon les périodes des vacances de 14 à 22%. Un taux d'occupation qui est passé de 60 à 71% sur le week-end du Nouvel An, donc une hausse de 17-18% sur le principal week-end des vacances. C'est le grand retour en tout cas de personnes qui n'étaient pas venues peut-être depuis longtemps en principauté avec la Covid? Alors pas vraiment. On a une vraie présence de nos clientèles traditionnelles, France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, donc vraiment nos clientèles fidèles, mais également une présence qui se poursuit des Américains qui étaient extrêmement présents cet été et, sur les ailes de saison de l'été, mais qui ont aussi été présents pour les fêtes de fin d'année, et quelque chose qu'on avait un peu moins vu depuis assez longtemps, une présence intéressante du Moyen-Orient, notamment sur l'hôtel de Paris. Ah très bien, oui, parce qu'en plus, en même temps, l'actualité était focalisée sur la Coupe du Monde, notamment de football, c'était bien d'en parler. Et là, vous voyez vraiment, c'est significatif, il y a plusieurs pays qui sont donc revenus ou qui découvrent Monaco. Difficile de dire si c'est des clients qui nous découvrent ou qui reviennent, parce que le Moyen-Orient connaît assez bien la principauté, connaît très bien la Côte d'Azur, mais c'est une clientèle qui est vraiment une clientèle d'été. Et là, avoir en présence sur des fêtes de fin d'année cette clientèle qui vient à l'hôtel de Paris, notamment un peu dans d'autres établissements aussi, mais c'est là que c'était le plus marqué, et qui en plus fait des retours extrêmement positifs sur la manière dont elle a vécu les fêtes en principauté, c'est assez nouveau. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la différence? C'est quoi? C'est l'attractivité, toujours, bien sûr, et encore de la principauté. C'est le climat aujourd'hui? C'est cette façon de faire la fête différemment à Monaco? C'est un peu tout ça. Le climat, on n'est pas propriétaire de notre climat, hein. C'est le même sur la Méditerranée, dans d'autres régions du monde. Mais on est effectivement, c'est cette vague où tout le monde veut voyager, donc tout le monde en profite un peu. Et c'est essentiellement les destinations luxe qui en profitent aujourd'hui dans le monde. Et Monaco tient son rang, et plus que son rang, dans cette confrérie des destinations luxe. On peut dire que, vous l'avez cité, hein, l'hôtel de Paris, que ce sont les établissements à un fort potentiel étoilé qui gagnent le plus de clients? Alors même pas, parce que les plus beaux taux d'occupation ne sont pas forcément sur ces établissements-là. Mais effectivement, l'hôtel de Paris est l'hôtel de Paris entièrement rénové, comme on le connaît nous à Monaco depuis quelques années, mais que les clients ne connaissent pas forcément à cause de la Covid. Et le maillon et l'élément et le pavillon qui va attirer les gens, et c'est lui qui a fait parler de la destination, mais c'est la qualité des fêtes et la qualité de l'accueil dans l'ensemble des établissements et dans l'ensemble de la principauté qui contribue à faire venir ses clients. Ça passe par le confort et le luxe de nos hôtels, et évidemment avec la restauration au milieu qui est important, que ce soit pour le midi ou le soir, avec tous ces grands chefs qui sont en principauté. Un axe essentiel de promotion pour nous, parce que c'est évident que Monaco est
un élément de la scène culinaire mondiale que nous avons encore besoin de faire connaître, mais qui est unique avec une gamme de chefs étoilés. Et j'aurais envie de dire que, mais pas que. Les chefs étoilés entraînent la scène gastronomique monégasque derrière eux. Et c'est l'ensemble de nos établissements qui s'améliorent et qui bénéficient de cette clientèle. Population du Moyen-Orient donc, qui découvre, retrouve peut-être la principauté, vous l'avez dit. Puis aussi ce tourisme d'affaires qui est de plus en plus, ça nous fait grand plaisir, hein, de plus en plus présent à nouveau ici en principauté. On l'a vu, l'automne est une grosse saison de tourisme d'affaires. On connaît tous le mois de septembre avec le rendez-vous de septembre des assureurs, avec Luxpack, avec le Yacht Show, avec Sportel, donc tous ces événements. Et là, nous sommes en discussion avec les organisateurs pour préparer les éditions 2023. Et nous avons, si je dois le dire, des problèmes de riches parce que nous devons accompagner la croissance de ces événements. Il n'y a pas vraiment de baisse de fréquentation de ces événements. Au contraire, l'événement à Monaco est toujours très interactif et nous avons des organisateurs qui reviennent à Monaco, certains qui étaient partis il y a quelques années de la principauté pour d'autres destinations, ce qui se fait régulièrement, qui reviennent aujourd'hui, et des nouveaux organisateurs qui nous sollicitent. Donc plutôt des problèmes à trouver de la disponibilité dans les centres de congrès, plutôt des problèmes à trouver de la disponibilité dans les hôtels, mais ce sont des beaux problèmes. Plein soleil sur tout ce qui va se passer au printemps, évidemment déjà même. On pense déjà à l'été, Guy Antonielli ? On pense à l'été et plus particulièrement à la DTC parce que nous, préparer l'été, c'est organiser la promotion auprès de nos partenaires et dans les médias spécialisés à partir du mois de mars et d'avril. Donc c'est aujourd'hui que nous sommes en train de préparer toutes ces opérations de promotion, donc énormément de travail actuellement. On rappelle donc un bilan de fréquentation, vous l'avez dit, hein, on est loin d'être à la diète en principauté pendant ces dernières fêtes de fin d'année. Bilan très positif, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure dans vos propos liminaires. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Guy Antonielli, et puis belle année 2023 encore une fois. Merci à vous, bonne soirée. Les sports, après son match nul 2-2 à Lorient, l'AS Monaco FC 5e au championnat reçoit ce dimanche à 17h05 l'AC Ajaccio 16e. Belle occasion à la maison face à un mal classé de se rapprocher du podium de Ligue 1. L'entraîneur des Rouges et Blancs, Philippe Clément, comme à son habitude, plutôt prudent face aux forces en présence. Il y a des individualités dans cette équipe de Ajaccio qui peuvent toujours faire la différence. Dans chaque minute de ce match. C'est une équipe aussi qui encaisse pas beaucoup de buts quand tu compares avec leur situation dans le classement. Comme ça oui, j'ai entendu que c'est quelque chose de typique des Corses d'être toujours là et avec un bon volonté, un engagement, et tu le vois dans cette équipe. En basket, la Roca Team jouera elle aussi demain dimanche, déplacement à Cholet, match programmé à 18h. Et cette image, l'entraîneur de l'AS Monaco Basket qui s'agenouille et embrasse le logo à même le parquet de l'Étoile Rouge de Belgrade, et ce à quelques minutes du coup d'envoi du tout dernier match d'Euroleague de la Roca Team. Une attitude qui a interpellé, choqué, même si le coach natif de Belgrade a joué puis dirigé le club serbe et reçu de surcroît un vibrant accueil jeudi dernier juste avant le match. Sacha Obradovic a tenu à expliquer ce soir sur Monaco Info les raisons de son geste. I feel responsible, to say something about my gesture before the game against Red Star, and that people understand, my position. Before everything, everybody here has to know that I'm fully dedicated, to Monaco. We're gonna, work for this, and I'm really happy because I'm here. Growing up as a kid, I was Red Star, fan. My family, everyone, who I know, was a Red fan. I put, a big mark, in the club, history. The moment, I left, the club, I was abandoned, from the family. I was actually, even in the street, nobody really talked to me, that much, what I was expecting. They really want to destroy me as a person and as a coach, too.
I was really sad, like from what was happening, like from the guys, like I like support, like grew up, like and was a part of the family. So coming to the game, there was something spontaneous, from the people who support the club. I was crying, like here was really emotionally, and I think like I should do something in appreciation, for what I heard. Everybody was like really emotional. This is like what I did, but everybody should take this like and understand like me completely, because I'm here. I would do everything like always, like to show my high dedication and professionalism, like to do my job, like on a best level, like, and I hope everybody will understand, my behavior, like before, or easier to understand, my behavior before the game. Dagi Munugu. Et dans le sillage de la Roca Team, on va s'intéresser au bel élan de la section amateur, boostée par les très bons résultats des pros depuis quelques temps maintenant. Avec nous ce soir, le président de l'AS Monaco Basket, Nicolas Chatailly. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le tout jeune président de la section amateur de l'AS Monaco Basket. Et c'est vrai que dans le sillage de la Roca Team, on sent qu'il se passe quelque chose. Vous aussi, vous le sentez avec les licenciés? Complètement. On a eu beaucoup d'inscrits cette année, qu'on a même dû refuser quelques inscrits. Oui. Ah oui, quelques inscriptions. C'est tous les âges, c'est quoi, 7-77 ans? Exactement. Un peu moins que 77 ans, mais c'est de 7 à 55 ans. On peut jouer à tout moment au basket, ça qui est génial. C'est un sport qui est pourtant compliqué, qui est difficile, qui est exigeant. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non mais tant mieux. Mais on peut commencer à quel âge par exemple, chez vous? Disons qu'il faut avoir une motricité assez assidue, donc à mon avis vers les 6 ans, 7 ans. Voilà. Pour avoir des bons dribbles. Et c'est comme dans le foot, on joue garçons et filles au début quand on est tout petit? C'est la mixité? Non. Non, il y a vraiment garçons et section filles. Et c'est vrai qu'on parle des filles, bien sûr, on parle des garçons. La Roca Team, c'est important. Est-ce qu'on s'identifie déjà? Est-ce que vous sentez que les jeunes ont envie d'aller marcher sur les pas des meilleurs? Complètement. Pour nous, la Roca Team, c'est une grande vitrine. Déjà qu'il y a quelques années, avec l'équipe de France, il y a eu cet engouement pour le basket. Mais là, avec la Roca Team, c'est devenu, on va dire, à une vitesse grand V, quoi. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez des joueurs qui sont susceptibles d'intégrer les grands, les pros à terme là-bas de la Roca Team? Je sais pas, un Wembayama de plus de 2,10 m, un Mike James? Oui, bien sûr. Nous avons un centre de formation, nous recrutons des joueurs, nous avons des joueurs locaux. Les joueurs locaux que l'été dernier, ils ont fait vice-champion d'Europe avec Monaco des U18. D'accord. Donc nous avons eu une sélection de Loïc Nogbossi avec l'équipe de France qui est champion du monde en 2-3-3. Donc tout ça c'est des locaux. En plus dans les 3-3 il y avait l'équipe de France, l'équipe de Monaco pour le championnat français qui sont finis vice-champion de France. Donc tout ça c'est des U18, tous des locaux. Donc on travaille avec eux et on a recruté également aussi cet été par exemple un Iranien de l'année 2005 qui a été déjà détecté et sélectionné par la NBA pour un camp en même temps que le All-Star Game. C'est une sélection qui font une sélection pour les 40 meilleurs joueurs du monde de 2005. Ah oui, c'est impressionnant. Donc il y a de vraies pépites chez vous déjà. Déjà, on commence avec la collaboration avec la Roca Team, qui veulent aussi le souhait d'avoir des jeunes joueurs qui puissent intégrer la Roca Team. Ouais. Donc on travaille ensemble pour pouvoir, on va dire, vraiment évoluer à ce niveau-là, quoi. Magnifique. Ça fait partie je veux dire, du prestige d'un jeune président comme vous, parce qu'on a envie d'amener au plus haut ces joueurs, les accompagner, même si à la base, ça peut être que ludique. On n'est pas obligé de faire que de la compétition quand on pratique le basket. Hein. C'est sûr. Et c'est ça qui est difficile entre nous, c'est que là aujourd'hui, on veut faire l'élite et qu'il y ait des gens qui vont faire du loisir. Aujourd'hui, on a remarqué que le basket, on peut le commencer à tout âge. Avant, on le commençait jusqu'à 13 ans, 14 ans plus tard. Et là, il y a des gens qui ont 16, 17, 18 ans qui veulent commencer le basket parce qu'ils ont aujourd'hui l'amour de ce basket-là, quoi. En gros, ça vous fait combien d'équipes à gérer en tant que président? Aujourd'hui, nous avons 21 équipes plus 2 équipes en centre de formation, donc 23 équipes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir sur Monaco Info pour attirer encore plus de monde, c'est possible, parce que visiblement ça se bouscule?
Déjà, disons que je vais parler aussi de mes équipes nationales, nos équipes nationales de National 3 et National 2 féminine. National 2 féminine aujourd'hui qui sont, on va dire, en tête de leur classement et qui sont, on va dire, en vice pour passer en National 1 et accéder en National 1. Donc pour nous, on va dire, c'est une fierté si on y arrivait à accéder à ce niveau-là. Oui. Et que tous ces gamins-là puissent, on va dire, être attirés par nos équipes nationales. Et votre prochain chantier, votre chantier principal en ce moment, au-delà du recrutement, au-dela de faire monter des joueurs comme ce jeune Iranien? C'est déjà de s'occuper de nos locaux à partir des U9, parce que nous, on a un petit problème, on va dire, par rapport au niveau des créneaux. On aimerait avoir plus de créneaux parce qu'on a tellement de demandes qu'à un moment, quand on est obligé de refuser des gens, je vous avouerai que ça fait mal au cœur, quoi. Donc, quand moi j'ai connu, on va dire, Gaston Médecin, je suis venu quand j'avais 14-15 ans, on voyait ses équipes avec, à l'époque de Robert Smith, Billy Joe Williams, Bill Swick. Bien sûr, Bill Swick, l'entraîneur. On était venus ici et on se retrouvait, on va dire, après ces années-là, pas grand monde dans le Gaston Médecin, et on se retrouve aujourd'hui dans le Gaston Médecin pratiquement pleine. Je pense que ça peut attirer aujourd'hui tout âge, toutes les familles. Nicolas Chataillon, c'est une belle saison. On n'est pas obligé de mesurer 2 mètres à chaque fois pour jouer au basket, on le rappelle, c'est une idée reçue. Hein. Non, ça c'est sûr. Voilà, n'importe que la taille, le poids, c'est pas grave. Il faut trouver sa place sur le terrain. Hein. Exactement, il y en a pour tout le monde. Merci 1000 fois, bonne continuation. Merci à vous aussi. En 2023 et meilleurs vœux à votre section, bien sûr. Merci. Nous évoquions cette semaine les inscriptions dans les établissements publics pour la prochaine rentrée scolaire. Notez que pour le privé, elles s'effectuent sur rendez-vous dès maintenant, et ce, jusqu'au lundi 20 mars inclus. De leur côté, les élèves de terminale le savent bien et l'ont inscrit sur leur agenda, c'est sûr. Dès le 18 janvier, la plateforme Parcoursup sera disponible sur le web. Ils pourront ainsi commencer à formuler des vœux concernant leur première année d'études. Connaissent-ils bien les enjeux, le mode d'emploi? Comment s'y préparent-ils? Est-ce que cela génère du stress chez eux? Sandrine Nègre et Alex Avial sont allés à leur rencontre. On appréhende un peu parce que c'est une grande étape, mais je pense que ça va bien se passer. C'est une plateforme qui est assez complexe, il y a beaucoup de choses, c'est une plateforme très complète aussi. Mais comme vous disiez, c'est un peu de stress parce qu'il y a beaucoup d'informations à remplir, ce genre de choses. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet aux jeunes d'avoir un avenir plus tard, de savoir où aller dans leurs études. Donc pour moi c'est très intéressant. Et je pense que c'est très bien. Parce que ça permet de justement pouvoir accéder aux écoles. On a la conseillère d'orientation qui nous aide beaucoup, donc qui vient faire des formations dans nos classes. Donc là je sais qu'elle est passée déjà 2 fois nous dans les classes pour nous accompagner, vraiment apporter un soutien. Et je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas préparés et qui savent pas comment ça fonctionne. Donc je pense que c'est bien. Ouais. Je pense que tout le monde a déjà ses idées et ses écoles. La foule des grands soirs hier à l'Auditorium Régnier 3 à l'occasion du concert caritatif donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco qui œuvre chaque semaine au plus près des démunis à Menton comme à Nice. José Sacré était sur place. Concert caritatif exceptionnel vendredi 13 janvier à l'Auditorium Régnier 3 avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Philippe Binder et en soliste un virtuose du clavier vagabond dans l'âme, l'unique François-René Duchâble. Pour ce concert, tous les artistes étaient bénévoles. La totalité de la recette sera versée à l'association Soupe de Nuit Monaco, créée il y a 30 ans par Gisèle et Jean-Pierre Cotalorda. Le Soupe de Nuit a une originalité, c'est que c'est une association qui marche sans frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on ne donne que à partir de dons qu'on reçoit de nos donateurs, qui la plupart veulent rester anonymes, et tous les bénévoles assurent eux-mêmes tous les frais de fonctionnement. C'est-à-dire que chaque fois qu'un euro arrive dans la caisse de Soupe de Nuit, elle repart immédiatement à la rue. Pour les bénévoles, on doit y être à peu près une trentaine de bénévoles et on donne à manger à 400 personnes tous les jeudis soirs. Au départ, il y avait 70 personnes SDF, mais depuis, il y a ce que les médias appellent les nouveaux pauvres, c'est-à-dire les chômeurs, les gens qui sont en précarité, toute cette population qui ne pourrait pas manger si nous n'étions pas là.
La musique, accomplit toujours une mission de bénévolat et de soutien à tout, dans le fond, hein, moralement. Et là, elle rapporte de l'argent en plus. Le premier tournoi de poker féminin vient de se dérouler en principauté. Organisé par le casino de Monte-Carlo, le Ladies Poker Power rassemble des participantes monégasques pour la bonne cause. Plus de détails avec Christine Datomel sur des images de Julien Laugier. C'est la première fois qu'un tournoi caritatif de poker est dédié exclusivement aux femmes à Monaco. 20 femmes de la principauté issues du monde économique, politique ou encore associatif se sont donc affrontées amicalement ce samedi après-midi dans la salle médecin du casino de Monte-Carlo, écrin historique des tournois les plus prestigieux au profit de l'association Fightheads Monaco. Et si elles participent toutes pour la bonne cause, les participantes novices, pour la plupart, ont pu certes s'amuser dans la bonne humeur, mais aussi découvrir les qualités insoupçonnées que ce jeu permet de développer. Une ambiance fantastique puisque les dames que nous avons invitées à participer à ce tournoi ont adhéré tout de suite. J'ai même été surpris quand je leur ai posé la question. Première réponse a été on ne sait pas jouer, seconde réponse on adorerait apprendre. Ce poker-là, c'est d'abord la stratégie, la patience, je pense que ce sont des qualités typiquement féminines, tout en travail de stratégie et de bluff également. Oui, c'est un peu comme le business, quoi. C'est parti d'une idée des États-Unis à Chicago où ils pensent que les femmes qui jouent au poker sont bien meilleures dans le business, quoi. Donc on a associé des femmes monégasques un peu businesswomen pour participer à notre tournoi. Inspirée du concept américain Poker Power, la gagnante de cet événement inédit a donc permis de remporter le prize pool de 10 000 € reversé à l'association Fightheads Monaco et un déjeuner pour 2 personnes au restaurant Le Louis XV. Un événement qui a également été l'occasion de mieux faire connaître ce jeu encore peu répandu chez les femmes et qui apporte, vous l'aurez compris, de précieux atouts dans la vie professionnelle et personnelle. Et la météo de ces prochaines heures, c'est avec vous, Christina. Dimanche, quelques passages nuageux sont prévus. La journée sera en grande partie ensoleillée, mais les nuages auront toutefois du mal à se dissiper. Du côté des températures, comptez 9 degrés pour les minimales et 15 degrés pour les maximales. Pour les baigneurs, car oui, il y en a. L'eau de mer sera à 15 degrés. Le soleil se lèvera à 7h59 et se couchera à 17h19. Demain, nous fêterons les Rémis. Et comme le veut la tradition, on termine votre journal par les instantanés du jour et ce tournoi au féminin, ce premier Ladies Poker Power sous les ors du casino de Monte-Carlo. Les photos sont signées Michael. Allez-y, on se retrouve demain 20h pour revoir ensemble les meilleurs moments de la semaine sur Monaco Info, juste après 19h dimanche, présenté par Yann-Anthony Nogues. Au sommaire de votre rendez-vous dominical, les centres de formation chez les sportifs et le pourcentage de réussite. Le titre de l'émission est éloquent, une chance sur 1 million. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.